Ok, on va commencer. Alors tout d'abord, bienvenue à tous et merci d'être venus assister à ce retour d'expérience sur les microservices. Alors, si jamais certains d'entre vous sont dans la salle et hésitent encore, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite voir de quoi on va parler pendant cette heure. Comme ça, si vous changez d'avis, vous pouvez sortir de la salle discrètement et pas tous en même temps, s'il vous plaît. Et évidemment, ça marche aussi dans l'autre sens. Si vous êtes là par hasard et qu'au final ça vous intéresse, vous êtes le bienvenu et restez. Alors, j'essaye de changer le slide, ça y est, ça devrait fonctionner. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on va voir ensemble ? Donc tout d'abord, je dois avouer que si de votre côté vous avez hésité à venir assister à la présentation, nous on a hésité à la proposer. Ce n'est pas parce qu'on ne voulait pas partager notre retour d'expérience, mais simplement on n'est jamais 100% satisfait de ce qu'on fait, de ce qu'on a fait. Même si on est vraiment satisfait de là où on veut aller, on se rend surtout compte du chemin qui reste à parcourir. Donc pour nous, ça a été un grand saut dans le vide que de présenter ce retour d'expérience. Et on s'est dit, cette année, on a suffisamment avancé pour partager. Alors, je vais me débarrasser de 2 disclaimers tout de suite. Tout au long du projet, on n'a acquis aucune certitude. La seule certitude qu'on a acquise, c'est qu'il reste encore beaucoup de choses à apprendre. Donc, à aucun moment, dans tout ce que je vais raconter, j'ai des certitudes absolues. C'est notre vision, c'est notre compréhension, c'est l'état de notre compréhension à ce stade du projet des microservices, de comment les mettre en œuvre. Donc considérez vraiment qu'à chaque fois que je dis quelque chose, je dis à notre avis. Plus près. Ok. C'est mieux ? Ouais. Ensuite, deuxième disclaimer, c'est une présentation à trous. Je vais vous présenter à peu près que 20% de ce qu'on a fait. Et si vous voulez unlocker les 80% restants, ce sera à vous de poser les questions pour parler d'autres sujets. Donc moi, je suis là les 2 jours. N'hésitez pas à venir me croiser, à venir me poser des questions, ou même par mail. Envoyez vos questions par mail, par Twitter, par ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème, je serai ravi d'y répondre. Alors pour cette présentation, ce qu'on a choisi, c'est de faire un retour d'expérience. Comment on a fait les microservices ? L'originalité de notre projet, qui aurait fait plaisir à mes profs de français, c'est qu'on a fait comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. On s'est retrouvé à faire des microservices sans le savoir. Et donc je vais vous présenter comment on est arrivé à ces microservices, pourquoi on a introduit les différents concepts qui font les microservices. Et j'espère que vous sortirez de cette présentation avec une vision précise un petit peu de tous les composants qui rentrent en jeu. Alors je voudrais également vous montrer les différents titres alternatifs auxquels on avait pensé pour la présentation. Donc il y avait certains titres qui mettaient en avant le changement, d'autres qui mettaient en avant les difficultés des mises en production, les premières. D'autres qui mettaient en avant le côté hype finalement des microservices. Et ma préférée à moi, c'était Papa, comment on fait les microservices. Et puis on a vu avec l'organisation et la bouteille de lait sur scène, c'était pas possible. Donc on est parti sur quelque chose de beaucoup plus classique. Donc on attaque d'où on vient. Avant le démarrage du projet, notre système d'information, c'était une base Oracle qui contenait plusieurs centaines de tables, et j'insiste sur le plusieurs centaines, avec des applications qui utilisaient Oracle Forms. Pour ceux qui ne connaissent pas, Oracle Forms, c'est une technologie client lourd qui permet de développer très rapidement des interfaces associées aux données de la base. Ça fonctionne de façon transactionnelle. Dans les années 90, quand on a voulu participer à l'avant-garde de l'époque, c'est-à-dire faire un site web, et à l'époque c'était vraiment particulièrement hype de faire un site web, on a vite compris que technologiquement, Oracle, ce n'était pas la bonne solution. Du coup, on a utilisé les technologies adaptées pour le web. Et on a fait un site web à côté de notre système de gestion. Comme ça avait bien marché, on a fait d'autres sites. Et comme on avait beaucoup d'utilisateurs, plus que prévu finalement, on a introduit d'autres technologies qui répondaient aux besoins spécifiques de ces nouveaux utilisateurs. Donc là, par exemple, un Elasticsearch. Puis avec le temps, on a ajouté d'autres sites et d'autres sites et d'autres technologies. Et comme toutes ces applications qu'on avait rajoutées autour de notre base centrale apportaient de nouveaux services, on s'est dit que ce serait pas mal de les faire communiquer entre elles pour profiter un peu des travaux qui étaient mis en œuvre. Et au final, notre système, il a ressemblé à quelque chose comme ça. Un noyau central qui embarque toutes les données critiques du système et un écosystème de satellites un peu plus éphémères qui remplissent des fonctions support. Mais moi, mon schéma préféré de mon SI de l'époque, c'est celui-ci. On voit bien le monolithe au centre, qui est capable de remplir toutes les fonctions de l'entreprise. Et lorsque la taille de ce monolithe était trop importante pour un besoin immédiat, on développait des satellites autour qui étaient un peu plus agiles pour répondre à des besoins précis. Ce n'était pas la plus sexy des architectures qu'on avait.
quoique sur le schéma, là, c'est quand même un peu sexy. Mais ça fonctionnait bien. Et alors, je ne l'ai pas précisé, mais je travaille pour un assureur, donc la maîtrise du risque, c'est quand même un critère important. Donc, on avait un système qui fonctionnait bien. Mais dans notre entreprise, il y a notre comité de direction qui s'est réuni un jour et qui nous a dit, qui nous a donné une directive majeure, et elle tient en une phrase, cette directive, c'est « il faut agiliser le SI ». Ouais. Alors, à l'annonce de la nouvelle, c'est vraiment cette tête qu'on a fait. Donc, c'est moi dans le rôle de l'âne. Je laisse mes collègues choisir qui est Shrek. Donc, on a creusé quand même un peu la signification métier qu'il y avait derrière cette directive. Qu'est-ce qu'ils veulent bien dire par cela? Donc, ce qu'on a compris au final, c'est qu'il fallait qu'on soit capable de proposer nos savoir-faire, les savoir-faire qu'on mettait en œuvre, de façon indépendante et autonome. Et donc, notre système d'information, il fallait qu'il soit en mesure de proposer toutes ces fonctionnalités de façon autonome et indépendante. Donc, on voulait modulariser notre système d'information et découpler les fonctionnalités. Du coup, on a fait tout ce que tout service étude aurait fait en pareille situation. On a étudié la question. Donc, comment faire pour que notre système ne soit pas un système, mais des systèmes qui travaillent ensemble? Finalement, la question, c'était comment arriver à cette chimère un peu de la brique logicielle réutilisable dont tout le monde parle. Et à un moment donné de notre réflexion, on s'est dit, finalement, qu'est-ce qui est réutilisable dans le monde réel? Et là, notre ego, on a pris un coup, on s'est dit, mince, réutilisable, c'est un jeu d'enfant. Alors, ok, c'est un jeu d'enfant uniquement si on oublie le fait qu'il faut du talent pour assembler toutes ces briques, mais quand même. Donc, il n'y a pas que les Lego qui sont réutilisables, bien évidemment, il suffit d'aller dans un magasin de bricolage pour avoir cette certitude. Mais si on analyse un petit peu les caractéristiques de tous ces éléments qui sont réutilisables, on voit qu'ils sont tous simples et qu'immédiatement, on comprend à quoi ils servent. Alors du coup, encore une fois, il y a notre ego qui est venu nous barrer la route et qui a dit « mais ce qu'on fait, c'est tout à fait réutilisable ». Alors on a vérifié. Ça, c'est un autre schéma de notre système. On voit qu'effectivement, de loin, ça semble réutilisable. Ça semble pas mal. On a des briques. On a un extranet pour nos partenaires. On a un site institutionnel, un back-office pour nos gestionnaires. Chaque brique était à sa place. Du coup, on s'est dit, bon, ok, alors maintenant, de quoi ils sont faits, ces systèmes? Donc, on a regardé quels étaient leurs rôles. Et du coup, c'était un peu moins flatteur comme situation. On s'est dit, mince, chacune de ces briques est constituée de fonctionnalités qui se recoupent. Certaines se délèguent des tâches. Et du coup, nos Lego, ils étaient à la fois trop riches, ils savaient faire trop de choses, et en même temps, ils n'étaient pas assez autonomes. Alors, on aurait pu accepter le défaut, mais quand on a commencé à creuser encore un peu plus loin, on a vu d'autres imperfections. Chaque outil s'appuyait sur les données des autres, la mémoire des autres, ou alors sur de la synchronisation de données. Et là, on s'est rendu à l'évidence, notre jeu de Lego, il n'était pas si agile que ça. Du coup, on a repris de la hauteur. On a voulu identifier les types de briques qu'il nous fallait avoir dans le système d'information. Parce que s'il faut construire un système de Lego, il faut vraiment avoir une idée précise de ce qu'on veut construire comme Lego. La question posée, ça a été de quoi est constitué un système d'information. On a identifié 3 rôles, 3 responsabilités d'un système d'information. Donc la toute première, c'est de présenter à l'utilisateur une application, une interface qui lui permette d'interagir avec notre système. C'est la couche du haut. Ensuite, la seconde, c'est l'intelligence du système, ce qu'il est capable de faire. Quels sont les traitements qu'il s'est appliqués. Si on prend Twitter, d'un point de vue macro, l'intelligence du système, c'est de créer un tweet, de retweeter, d'aimer un tweet, de voir votre flow. Et à aucun moment, quand on doit développer une application Twitter, il faut se refaire toute la partie centrale du serveur. On se contente d'avoir une interface donc différente pour accéder à ce système. Et enfin, la toute dernière responsabilité, c'est la mémoire. Donc on se souvient de ce qui s'est passé dans notre système. Alors on était hyper fiers de notre découverte, même si ce n'était pas vraiment une découverte. Sont ni plus ni moins les principes du SOA. Et on s'est dit, bon, on va essayer d'y faire rentrer notre cas d'école de tout à l'heure, voyons voir à quoi ça ressemble si on applique ces principes-là. Et ça avait l'air pas mal sur le papier. On reprend le même schéma que tout à l'heure, on met une couche d'applicatif, une couche de service, une couche de mémoire. Et en termes d'organisation, on avait vraiment cette impression d'agilité qui était dans le cahier des charges. On s'est dit, super. Alors c'était bien sur le papier, mais avant de se lancer dans toute une conception, dans tout un projet d'envergure, on s'est dit, il faut qu'on fasse un POC et qu'on prenne un premier pan de Lego, finalement, à assembler pour voir si ça tourne vraiment concrètement. Alors on a choisi un sujet
qui au premier abord ne semble pas être un gros challenge, c'est le sujet de l'éditique, des courriers. Ce n'est pas un challenge, mais en même temps, ce qu'on a bien aimé avec les courriers, c'est que c'est la matérialisation de tout notre métier, de tout notre savoir-faire qu'on présente à l'adhérent. Il y a un adhérent qui est venu chez nous, il nous a demandé des choses, on a mis en œuvre tout un tas de savoir-faire, et on lui présente l'état d'avancement de son dossier. En plus, ce qui était bien avec ce sujet de l'éditique, c'est qu'il est nécessaire de partout, depuis un site web, depuis une application mobile, depuis un back-office. Donc si notre service doit être réutilisé de partout, c'était un bon candidat. Et il a fallu faire des choix technologiques, parce que cette fois, on n'allait pas juste étudier, il fallait qu'on rende une copie qui tourne, quelque chose qui fonctionne vraiment. Avec quelle technologie on allait travailler? On s'est surtout intéressé à la couche du milieu, la couche de service, quelle est la technologie qu'on va choisir. Et on a choisi, dans le cadre de Spock, Java. Le principal critère de sélection de Java, c'était le côté interopérable de la solution, du langage, et également le fait qu'il soit répandu. Bon, on a eu des débats, mais en tout cas, c'est le langage qu'on a choisi. Côté applicatif, on ne met absolument aucune restriction. L'idée, c'est d'atteindre l'utilisateur là où il est. Si l'utilisateur a un iPhone, on va développer sur la technologie iPhone. S'il a un Android, on prend un Android, etc. Et côté mémoire du système, le référentiel, on est resté sur Oracle à cette époque-là, qui était notre base historique. On n'a rien remis en cause à ce niveau-là. Il y a un autre choix qu'on a dû faire, plutôt que prévu, un choix qu'on n'avait pas vu venir, c'était le choix de l'ESB. Est-ce qu'il nous faut un ESB? Alors un ESB, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un bus de service d'entreprise. C'est globalement un composant qui vous permet de faire dialoguer des applications qui ne sont pas prévues pour dialoguer entre elles. En gros, il va pouvoir faire des choses comme convertir un service SOAP en service REST ou vice-versa. Il va pouvoir appeler un service REST quand vous faites du dépôt de fichiers, exposer une API REST pour envoyer un mail, etc. etc. Traduire des formats de date, il va pouvoir traduire d'autres données de votre système. Alors évidemment, ça fait un peu plus de choses que ça, mais c'est pour donner l'idée. Et on s'est posé la question de l'ESB, pas parce qu'on s'est dit il y a quelque chose dont on a besoin, mais simplement quand on regardait la littérature SOA de l'époque, tout le monde parlait d'ESB. On s'est dit c'est une bonne pratique, mais on ne la voit pas. Donc comme on ne la voyait pas tout seul, on a aussi rencontré un ensemble d'éditeurs et on demandait qu'à être convaincu. Pourquoi est-ce qu'on prendrait un ESB? Et malheureusement, malgré toutes ces présentations, on a vu l'ESB comme plus une contrainte qu'un atout. Et c'est le prix des licences, finalement, qui a fini de nous convaincre. Comme on n'était pas convaincu qu'on avait besoin de la solution, autant partir sans et on verrait plus tard. Ça faisait un noyau central qu'on voulait éviter d'avoir dans notre système. Au final, le paradigme qu'on a choisi, c'est plus d'avoir un ensemble de composants logiciels qui étaient intelligents et qui vont dialoguer au travers d'une messagerie un peu bête, plutôt que d'avoir des composants logiciels un peu bêtes qui dialoguaient avec une couche intelligente. C'est globalement le choix qu'on a fait. Donc les choix structurants à cette époque du projet ont été les suivants. On allait utiliser Java 8 sur un framework Spring, exposer des services REST, et on allait utiliser DDD pour piloter la conception du projet. DDD. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire que c'est une méthode qui pilote la conception de votre application par le métier. De façon très philosophique, on va essayer de modéliser une application qui représente votre métier. Et parce qu'elle représente votre métier, elle va être capable de répondre à ces problèmes, plutôt que de concevoir une solution technologique qui répond aux problèmes du métier. Je vous avais dit que c'était philosophique. Mais en réalité, donc DDD, comme on peut le voir sur le slide, c'est composé de tout un tas de vocabulaire, de patterns. Mais s'il fallait résumer vraiment l'essence de DDD, pour moi, c'est ça. Quand je conçois une application, je la modélise en utilisant le vocabulaire du client, du métier, et je fais en sorte que son métier ait des frontières qui soient claires, vraiment découpées. Je veux quelque chose d'autonome. Pour donner une image, pour que ce soit un tout petit peu plus concret, imaginons on développe une application de retouche photo, de photo, gestion photo. Je vais avoir un métier qui s'applique au métier de la retouche, la gestion des couleurs, la gestion des filtres, ce genre de choses. Un métier qui va être capable de trier les photos, leur attribuer des étoiles, des tags, les renommer, les chercher. Et ensuite, un périmètre qui va être en charge, par exemple, de les imprimer. À aucun moment dans mon application, j'ai envie que mon composant d'impression s'appuie sur les fonctions de retouche. À aucun moment, si je modifie une API pour renommer mon fichier, je veux que ça m'empêche de faire encore une fois cette retouche. C'est vraiment ce côté, je veux que chaque fonction, chaque métier soit complètement indépendant, c'est ce qui me permettra de réutiliser clairement mon travail. Alors cette conception DDD, elle s'est matérialisée à deux niveaux. Le premier niveau, c'est dans l'organisation du code source du projet.
Je ne vais pas en parler trop pour gagner du temps. N'hésitez pas à venir me voir si vous êtes intéressé sur cet aspect. Le second niveau qui va nous intéresser ici, qui est plus général, c'est qu'on a implémenté DDD au niveau de l'organisation des programmes et on a fait du DDDDD. J'avais peut-être mis un de trop. On a fait du DDD distribué. Donc, comme on a vu tout à l'heure, notre but, c'est de créer une couche de service métier qui va contenir l'intégralité de l'intelligence du SI. Tout son savoir-faire. Mon SI, il est composé de dizaines de savoir-faire, même plus. Et le cahier des charges, c'est d'être capable de mettre ces savoir-faire au service de clients de façon indépendante et autonome. Donc, c'est vraiment ce que prône DDD. Du coup, notre approche, la première approche qu'on a menée, c'était de créer des programmes différents pour gérer des métiers différents. Alors maintenant, comme je le modélise un petit peu également sur le schéma, si une application a besoin de solliciter des métiers différents, ce sera sa responsabilité à elle de les orchestrer, tous ces métiers différents. Je vais prendre un exemple de boutique en ligne. Il y a de fortes chances que quand vous faites une boutique en ligne, vous allez solliciter le métier du marketing, la comptabilité, la gestion des stocks, la publicité, etc., etc. Mais c'est l'application finalement qui va orchestrer tous ces métiers pour avoir un cas d'utilisation de boutique en ligne. Soit. Donc ça, c'était notre premier principe fondateur. Mais finalement, comment cette application va interagir avec notre système? Une application, quand elle interagit avec un système, il y a deux modes. Soit, un, elle veut connaître l'état de mon système, soit, deux, elle demande à modifier l'état de mon système. Le premier type d'interaction possible, sur lequel on s'intéresse là, c'est la lecture. Je veux connaître l'état du système. Donc pour ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est parti sur du REST. Et dans notre norme, on a mis plusieurs éléments. Donc un, on va initier un dialogue avec un environnement donné, soit de la recette, soit du développement, soit de la production, c'est la première ligne. Ensuite, on demande à interagir avec un métier particulier, ce qu'on appelle le bounded context, le métier de la comptabilité, le métier du marketing, etc. Et dans ce métier-là, on veut récupérer une ressource. On veut manipuler des collections de ressources. Quels sont les derniers tweets d'un utilisateur? Voilà. Donc on peut lui donner des filtres de sélection. Je connais simplement l'état de mon système. Le truc, c'est que je vais recevoir une réponse JSON à peu près comme ça, un objet riche, donc un élément, j'insiste sur le côté riche de cet élément. C'est-à-dire que même si dans les coulisses, cette ressource, elle est matérialisée sous la forme de dizaines de tables avec des dizaines de jointures, que le système de sauvegarde est extrêmement compliqué, que j'ai des noms de colonnes techniques, finalement, je m'en fiche à ce stade du projet-là. Moi, ce que je veux, c'est proposer une API claire pour mes clients applicatifs, afin qu'ils puissent facilement manipuler les données. Donc jamais je ne veux m'embarrasser d'aspects techniques au niveau des services. Ensuite, le deuxième type d'interaction que mon application va pouvoir faire, c'est la demande de modification. Ceux qui ont déjà fait du REST connaissent un petit peu la façon la plus classique de procéder, c'est du get, put, post, delete, donc lecture, modification, création et suppression. Et au début, nous, c'est ce qu'on s'était dit. Finalement, le plus naturel, si on restait dans les normes un peu REST, c'était si je voulais modifier l'adresse d'un adhérent, j'allais poster une ressource adhérent avec une nouvelle adresse en requête de modification. Mais quand on faisait ça, on avait l'impression de perdre quelque chose, de perdre une signification métier. C'est pourquoi est-ce qu'on procédait à ce changement d'adresse? Est-ce que c'est parce qu'on avait fait une erreur de saisie? Est-ce que c'est parce que l'adhérent déménageait? Est-ce qu'il y avait une autre raison qui était cachée? Et plus les demandes de modification étaient complexes, plus elles étaient riches, plus il y avait de règles de gestion qui y étaient attachées, plus on avait vraiment on avait ce sentiment de perdre la signification métier qui était attachée à ces demandes de modification. Alors notre solution, ça a été de ne pas choisir ce mode-là et de partir sur une implémentation de commandes. Donc on a matérialisé des commandes. Chaque fois que je vais faire une modification de mon système, je vais avoir une commande associée. Donc par exemple, ici, j'ai une commande déménager adhérent, je donne l'adhérent et la nouvelle adresse. Donc elles sont envoyées au système par l'intermédiaire de commande post, je crée une demande de modification. Et même si au final, dans les coulisses, il va y avoir un nouvel enregistrement ou une modification d'enregistrement, peu importe. On a passé du temps à inculquer à notre système d'information un vocabulaire métier, mais on veut le conserver. Le gros avantage à ça, pour les clients, c'est que quand vous avez une application à développer, que vous consultez le catalogue des services, vous voyez clairement ce qu'il est possible de faire sur le système. Vous ne vous posez pas la question. Vous savez exactement quels sont les paramètres à envoyer de partout. Donc on a fini notre POC ce jour-là, et à la fin, on était plutôt content des schémas conceptuels. Alors c'est très conceptuel comme représentation, mais on était satisfait parce qu'on avait ce côté bloc qui était apparent. Et surtout, ce qu'on aimait bien, c'était de voir que les flèches, cette fois, elles étaient toujours dans le même sens.
C'est-à-dire qu'on allait de la plus grosse responsabilité à la plus petite. Donc systématiquement, on pilotait quelque chose qui avait un champ des possibles plus limité. Et on a fait une roadmap. On s'est dit, très bien, s'il faut agiliser le système d'information, on va avoir besoin d'à peu près 5 ans, et petit à petit, on va prendre en charge 40, 50 domaines métiers qu'on va déployer de façon progressive. Et soudain, bonne nouvelle. On a eu un nouveau projet qui arrivait un peu plus tôt que prévu. Et ce nouveau projet avait, dans son essence, besoin de s'appuyer sur ce côté agile dont on parle depuis tout à l'heure. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, il fallait le livrer dans 6 mois. Donc on a fait aussi cette belle expression de surprise. C'est toujours moi dans le rôle de l'âne. Mais ça ne nous a pas trop démonté. On s'est dit, peu importe, on a confiance dans ce qu'on a mis en place, on a confiance dans cette architecture, on ne l'a pas testé complètement, alors on a fait plus de tests que le simple courrier de tout à l'heure. Mais même s'il restait des éléments à affiner, les bases étaient solides. Alors, notre plan d'action, à ce moment-là, ça a été de se dire, on va former les équipes qui vont participer à ce projet, et on va se mettre dans une salle avec elles, et on va participer à la conception de la première feature, à la modélisation, à l'implémentation de cette première feature. On est arrivé assez vite à découper tous les contrats de service de cette première feature. On est arrivé un peu moins vite et avec un peu plus d'efforts et un peu plus d'erreurs à identifier les bounded context, les périmètres métiers. Mais par contre, ce qui nous a demandé vraiment le plus d'efforts, ça a été la conception de chaque brique logicielle, de chaque métier, chaque bounded context. Ça a pris plusieurs jours, et dans ces plusieurs jours, c'est vraiment 90% de l'activité a été de concevoir la modélisation interne de ces périmètres métiers. Alors quel était le problème? On s'est interrogé. Le problème, c'est que le problème était trop gros. Même si l'interface, finalement, des services était limpide, c'est la logique sous-jacente qui était trop grosse pour une seule personne en si peu de temps. On avait du mal à tout faire rentrer dans un seul esprit et donc à le modéliser. Et si on continuait de travailler ainsi, à essayer de faire des bounded context complets, on ne tiendrait pas le planning. Donc là, on a pris une nouvelle décision critique au niveau du projet. On s'est dit qu'on allait encore découper. Donc on a plus découpé nos métiers. C'est vraiment à partir de ce moment qu'on s'est dit on ne va pas avoir un seul programme pour gérer un périmètre métier, on va en avoir plusieurs. Au même titre que quand on a dans une entreprise des business units, il y a plusieurs employés qui travaillent pour une même business unit. Voilà, dans un même business unit, dans un même bounded context, on allait avoir plusieurs programmes qui avaient la responsabilité de remplir les tâches associées. Et c'est grâce à cette liberté qu'on a pu paralléliser les développements. Chaque développeur a pu intervenir sur différentes features au sein d'un même métier, en parallèle et avec des cycles de livraison différents. Ils n'avaient pas besoin, finalement personne ne se marchait dessus, il n'y avait plus de synchronisation, tout le monde était complètement autonome. On avait quand même gardé un petit goulet d'étranglement au niveau de la validation des API, ça c'est quelque chose qu'on a voulu conserver, on voulait toujours vérifier que les contrats de service exposés étaient de qualité, mais globalement on avait accéléré notre rapidité de développement. Et on a mis à jour notre roadmap. Et là, outre le délai qui fait un peu peur, on s'est dit c'est plus 5 ans, c'est 6 mois, le plus choquant c'est le nombre. On est passé donc à 40-50 programmes à une centaine de microservices qu'il fallait déployer. Et le changement d'échelle, il est encore plus significatif quand on se dit qu'on a plusieurs environnements. On a une centaine de microservices sur le développement, la recette, la pré-production, là ou les productions qu'on a à mettre. Et donc cette centaine de microservices, qui est devenue des milliers de microservices, c'était au final des milliers de programmes à gérer. Et à l'époque, pour tous les points qu'il y a ici, il y avait des opérations manuelles qui étaient nécessaires. Et du coup, même si chaque opération manuelle mettait 10 secondes, des milliers de programmes multipliés par 10 secondes, c'est plus possible. Enfin, en tout cas, c'est plus du tout le travail qu'on voulait faire. Et du coup, il a fallu résoudre un petit peu, étape par étape, toutes ces problématiques de la gestion d'un programme. Donc on va voir comment, étape par étape, on les a résolues. Premier point, c'était la gestion de la configuration. Traditionnellement, on va dire qu'un programme, il embarque sa configuration, donc un programme égale un fichier de configuration. Et lorsque, imaginons, on a une dizaine de programmes qui utilisent une même chaîne de connexion Oracle, on va modifier ce fichier de configuration dans une dizaine de programmes. Malheureusement, quand il y a des milliers de programmes, là, on est toujours un peu moins enthousiaste à modifier des milliers de fichiers de configuration. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est on a utilisé un composant qui est un serveur de configuration qui repose sur Git.
L'avantage de reposer sur Git, c'est que toute la configuration du système déjà est versionnée. Donc ça, c'est un côté pratique. Et du coup, la mise en œuvre de ce fichier de configuration, il repose sur 2 éléments clés. Le premier, c'est au moment où je vais lancer un programme, je vais lui lancer la commande de lancement, je vais lui donner dans quel environnement il doit s'exécuter. Est-ce que c'est un programme de dev, une instance de recette, une recette de prod. Et ensuite, je vais lui donner un bout de clé qui va lui permettre de déchiffrer les mots de passe qui sont dans les fichiers de configuration. Parce que bien sûr, les fichiers de configuration et les mots de passe ne sont pas en clair. Ensuite, le deuxième pan sur lequel on s'appuie, c'est que mon programme, la première tâche qu'il a à faire au démarrage, c'est d'aller chercher le fichier de configuration, de lire un deuxième pan de la clé de sécurité qui est quelque part sur le serveur, d'assembler, ensuite de déchiffrer et d'appliquer la configuration. Alors ça paraît tout bête, mais aujourd'hui, quand on veut modifier le fonctionnement de notre système, avec 2, 3, 4 fichiers, on a la capacité de modifier les paramètres qui régissent le fonctionnement de centaines de programmes différents. Donc ça a vraiment accéléré la gestion. Après, il y a une autre question qui était pourtant ultra simple et à laquelle on ne savait plus répondre, c'est qu'est-ce qu'il y a en recette? Effectivement, quand on a des centaines de programmes, savoir ce qu'il y a en recette, ça devenait compliqué. Il fallait chercher à droite, à gauche, quel job on avait lancé pour savoir ce qui était en recette. Alors forcément, ça paraît bête, et puis on avait un peu honte quand on ne savait pas répondre à la question. Du coup, ce qu'on a fait, on s'est encore une fois appuyé sur Git. On a créé des dépôts pour chaque environnement, et dans chacun de ces dépôts, on a une liste, on a l'inventaire de tout ce qu'on a déployé par environnement. En développement, je sais par exemple que j'ai les services de tel bounded context en telle version qui ont été déployés tel jour. Et pour les déployer, il suffisait d'utiliser ce fichier, le reparcourir et tout redéployer. Alors on fait comme tout le monde, on a une plateforme d'intégration continue ou de déploiement continu, on y reviendra après, pour faire ce rôle de livraison. On ne le faisait pas à la main. Mais une nouvelle fois, alors évidemment, il n'était pas question de gérer les dizaines de milliers de jobs associés à la main, mais ce qui était plus surprenant, c'est que même l'automatisation, les scripts de création automatique qu'on avait fait, commençaient à montrer des faiblesses. Donc on avait à l'époque développé un système où quand vous nous demandiez, quand les équipes de développement, je ne crois pas que vous nous l'ayez demandé, mais quand les équipes de développement créaient un nouveau projet, on avait un script qui créait le projet sur Git, qui associait donc toutes les équipes autour de ce projet et qui ensuite créait les jobs associés. Mais après, quand on a commencé à modifier les jobs, la contenance de ces jobs, l'ordre dans lequel c'était lancé, il fallait reprendre des centaines de jobs qui avaient été créés sur Jenkins, et donc c'était encore une fois à coup de script qu'il fallait gérer tout ça. Donc ce qu'on a fait, c'est d'une pierre deux coups, on a repris nos fichiers qui décrivaient nos environnements, et on a fait un job DSL, et à ce job DSL, donc dans Jenkins, on lui donne la liste des projets qu'il doit gérer, et on a un processus automatique qui va créer tous les jobs associés, automatiquement. Le packaging et le déploiement. Si jamais je dois modifier le contenant de mon job de déploiement, par exemple, j'ai qu'à modifier un job par an, et sa config va être réappliquée de partout dans Jenkins. Donc, ah oui, il y a aussi un élément important, c'est le côté suppression. Si je supprime un programme, automatiquement, donc de la liste, je vais supprimer tous les jobs associés. Donc ça facilite vraiment la maintenance. Donc ce petit tweak, ça nous a permis de plus jamais devoir intervenir sur la création d'un job. Aujourd'hui, tout est automatisé. Je vais aussi parler du socle de développement qu'on a mis en œuvre. Nous, tout au long du projet, donc côté cellule architecture, notre travail, ça a aussi été de faciliter la vie des développeurs. Même si au démarrage projet, dans les coulisses, on brassait des milliers de fichiers, l'essentiel, c'était que pour les équipes de développement, ce soit facile à mettre en œuvre. J'espère que c'était le cas. Je crois qu'il n'y a personne dans la salle ici qui pourra contredire, c'est parfait. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'est que les équipes de développement passent du temps à apporter de la valeur ajoutée et se concentrent sur leurs problèmes, le problème du métier, et pas qu'ils se posent des questions sur comment, techniquement, apporter cette valeur ajoutée à l'entreprise. Donc, dans le socle, on a géré plusieurs éléments. Un élément qu'on a géré, c'est par exemple la centralisation des logs. Donc, sur le schéma, j'ai modélisé un scénario classique de mise en œuvre. Donc, j'ai une application. L'utilisateur clique sur cette application. Et ce clic va déclencher plusieurs appels de service. Donc là, je vois 3 appels de service. Et j'ai même un service qui lui-même a besoin d'appeler un autre service pour remplir complètement son travail. Alors, je ne dis pas que c'est une bonne pratique de faire ça. On pourra en discuter plus tard. Mais pour le besoin de l'exemple, je l'ai mis. Côté socle, alors déjà, ce qui était indispensable, c'est que comme on a des centaines de programmes, il n'est pas question de consulter des centaines de fichiers de log différents, il faut que tout soit au même endroit, donc on a mis un Greylog chez nous. Donc on a une plateforme qui gère l'intégralité de tous les logs, de tous les environnements. Donc on peut tout consulter de façon centralisée.
Mais après, ce qu'on a voulu conserver, et qui vraiment est indispensable, c'est que quelque part, dans l'application, j'ai cliqué une fois, j'ai envie d'avoir toute cette chaîne d'appels associée à ce clic, même s'il y a des dizaines de services qui ont été appelés. Je crois qu'Amazon, ça... oui, merci. C'est 10 minutes, je suis à la bourre. Chez Amazon, je crois qu'il y a 400 services pour un clic. Nous, il n'y en a pas autant, mais il y en a quand même beaucoup. Donc l'idée, c'est d'avoir dans cette chaîne d'appels, donc de pouvoir consulter cette chaîne d'appels. Donc c'est ce qu'on a fait au niveau du socle. Au niveau du socle, quand on va le solliciter, on va créer un correlation ID. Et le rôle du socle, ça va être de faire transiter ce même correlation ID dans une même transaction. Et donc, je peux vraiment consulter tout ce qui s'est passé pour un clic utilisateur dans mon système d'information. Donc ça, c'est vraiment ultra pratique. Je ne l'ai pas dit, je vais le dire. On a également dans ce socle fait en sorte de loguer automatiquement tous les appels REST avec les paramètres d'entrée. Donc ça, c'est le côté reproductible qui est pratique. Quand vous avez un utilisateur qui dit ça n'a pas fonctionné, au moins vous pouvez rejouer l'intégralité de la chaîne. Au niveau de la sécurité, on a repris le même principe chez nous. Donc il y a l'application. Le rôle de l'application, ça va être d'aller chercher, de s'authentifier sur un système de SSO qu'on avait déjà. Cette application SSO va générer un token JWT, donc qui va être chiffré. Et le rôle du socle, ça va encore une fois de faire transiter ce jeton dans tous les services sous-jacents et également de permettre aux développeurs d'avoir la version du jeton, de s'assurer que le jeton est valide, donc comprendre son contenu, etc. Encore un point qu'on a voulu mettre en œuvre au niveau de la simplification, c'est le cycle de vie. Ce qu'il nous fallait, finalement, c'est un bouton démarrer et un bouton arrêter pour n'importe quel programme qu'on allait faire vivre dans notre écosystème. Donc, notre principe, ça a été tout conteneurisé. Donc, dans les coulisses, c'est Docker, mais on a tout conteneurisé. Toutes les applications qui sortaient de notre usine étaient conteneurisées. Par contre, au moment où on s'est dit, c'est super, on va déployer nos conteneurs, on s'est rappelé qu'on avait prévu une machine pour 40 services. Donc, quand il a fallu en déployer des centaines, ça a fait un choc. Le bateau n'était pas vraiment dimensionné pour. Alors, à notre défense, le premier serveur qu'on a mis il correspondait à 2 Go de RAM et 50 Go de disque dur, à peu près l'équivalent de la puissance de mon téléphone portable. Mais même si on avait eu une machine qui était surgonflée, elle n'est pas vraiment faite pour gérer des milliers de programmes. Et du coup, on s'est tourné vers des solutions de cluster. Solution de cluster qu'on a choisie, elle est formée par 2 composants, Mesos et Marathon. Mesos, c'est une solution donc, de gestion de cluster. D'un côté, on a des gardiens de registre qui ont une vue de toutes les ressources disponibles dans mon parc de machines. Et de l'autre côté, j'ai des machines qui se lancent et qui indiquent au cluster qu'elles ont des ressources de disponibles. Bon, bien, soit. Ensuite, à côté ou au-dessus, j'ai Marathon. Marathon, son rôle, comme son nom l'indique, c'est de gérer des processus longs. Donc de lancer des applications et de les garder en vie. L'API de base de Marathon, c'est vous allez lui donner un logiciel à gérer, vous allez lui indiquer combien d'instances de ce logiciel vous voulez, combien il a besoin de CPU, combien il a besoin de RAM, combien il a besoin de disque dur. Et le travail de Marathon, ça va être de demander à Mesos où est-ce qu'il y a de la place sur le cluster, et il va déployer automatiquement votre application à un endroit du cluster. Alors ce qui est ultra pratique, c'est qu'en bonus, Marathon, il va vérifier que votre programme, il tourne toujours. Est-ce qu'il est encore en bonne santé? Si votre programme se met à plus répondre, Marathon, automatiquement, il va le tuer, votre programme, et il va en déployer un nouveau automatiquement. Vous n'avez rien à faire, il va déployer donc une nouvelle version en bonne santé de votre programme. Et ce qui est encore plus sympa, c'est que ce qui marche au niveau du programme, ça marche au niveau d'une lame de votre serveur. Si vous avez plusieurs serveurs, qu'il y en a un complètement qui tombe, et Marathon, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va redéployer un peu partout sur votre cluster une nouvelle version de vos logiciels. Donc c'est un ops sous caféine. Voire un peu plus du coup. Donc c'était super, on avait un cluster qui était prêt à accueillir tout un tas de résidents, et puis d'un coup on s'est dit, mince, maintenant qu'on a un logiciel qui déploie nos logiciels quelque part, on ne sait plus où sont nos logiciels. Donc on ne savait plus retrouver nos logiciels. Voilà, c'était pas stable. Du coup c'est le rôle d'Eureka. Le rôle d'Eureka, c'est de tenir un registre de tous les logiciels qui sont déployés. En gros, mon logiciel, service ID, service A, il est à telle adresse IP, tel port. Donc c'est un DNS pour logiciel, quoi. Lorsqu'un programme démarre, sa dernière responsabilité, vraiment sa toute dernière, n'hésitez pas à répondre, il n'y a pas de problème. Donc lorsqu'il démarre, il y a
c'est sa toute dernière responsabilité, je suis foutu dans le timing, c'est de dire qu'il est disponible. Évidemment, on ne veut pas que ce soit sa première responsabilité, parce qu'on veut que quand il s'enregistre dans Eureka, il soit capable de répondre aux demandes. Donc c'est sa toute dernière responsabilité. Un truc qui est vachement pratique aussi avec Eureka, c'est que si jamais vous lancez 2 instances d'un même service, ben Eureka va savoir qu'il y a plusieurs instances de ce même service, et libre au client, quand il va interroger où est un service donné, de choisir à qui il va transférer sa demande. Alors c'est efficace, mais, il y a toujours un mais, c'est pas pratique. C'est pas pratique parce que nous, on avait dit qu'on allait faire des interrogations REST. Et là, passer par Eureka, bah, ça rajoutait une couche dans le dialogue qui n'était pas agréable. Du coup, ce qui serait pratique, c'est de continuer de dialoguer en REST, sans se soucier des détails techniques. Donc c'est le rôle de Zul. Alors s'il y a des fans de Ghostbusters, Zul, c'est le gardien des portes. Lui, c'est un reverse proxy qui dialogue en HTTP. Je vais lui donner dans mon URL, je vais lui donner un identifiant de service que je connais, et je vais passer la requête que je donne à mon identifiant de service. Et le rôle de Zul, c'est d'aller chercher dans Eureka où sont ces services, et de lui transmettre la requête et de me transmettre la réponse. Pratique. En plus, Zul, il embarque nativement le load balancing dont on a parlé tout à l'heure. Si j'ai 5 instances d'un même service dans mon cluster, ben Zul, il va load balancer entre tous les services avec Eureka. Mais, c'est mon dernier mais, promis. C'était toujours pas conforme avec notre objectif de base. L'objectif de base, c'était de visualiser le système avec un découpage métier. J'avais dit tout à l'heure, je veux un contexte métier, une ressource. Et ben, du coup, on a encore un nouveau proxy en face de tout ça, sous la forme d'un HR proxy. Lui, son rôle, c'est d'aller demander à Zul ce qu'il est capable de gérer, quels sont les services qu'il connaît. Et ensuite, je vais aller interroger chacun de mes services pour connaître leur capacité, qu'est-ce qu'ils sont en mesure de gérer. Et je vais créer un mapping comme ça. Et donc, mon client, quand il va demander un métier, une ressource, le HR proxy sait quel est le Zul qui est capable de gérer les services qui gèrent les demandes. Et il transmet la demande, encore une fois, avec du load balancing. Alors, après, il y a tout un tas de questions que vous pouvez unlocker si vous posez les bonnes questions. Mais voilà, je vous laisserai faire. Et du coup, il n'y a pas de mais, enfin, pas que je parle, là, du coup. Alors concrètement, chez nous, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelque chose comme ça. Je ne détaille pas trop, simplement, c'est tous les composants dont je viens de parler sont load balancés et sont en tolérance de panne chez nous, des fois par des systèmes d'IP flottantes, des fois par des systèmes natifs intégrés au schéma. Et le dernier point dont je vais parler, avant que vous puissiez tous aller manger, et moi boire un coup, c'est l'intégration continue et notre déploiement continu. Donc je vous ai dit tout à l'heure que dans notre chaîne, on avait 2 types de jobs. Et ben, je vais voir comment on les orchestre. Donc aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un développeur qui travaille sur un master de n'importe quel service, il y a un hook, on utilise GitHub, il y a un hook qui appelle un job de packaging. Et ce job de packaging, ben, il fait les choses classiques. Il lance les tests, il lance les builds, il vérifie la qualité du code des développeurs, qui chez nous est toujours exceptionnel. Ensuite, il package le tout dans un jar, et ce jar, il va être envoyé dans un Nexus, donc un registre de jars. Donc tous les jars qui ont été réussis sont sauvegardés ad vitam aeternam dans ce Nexus. Ensuite, il va se charger de conteneuriser l'application dans un Docker. Donc il construit le Docker. Et ce Docker file est enregistré dans un registre de Docker, encore une fois. Et c'est toujours lui, à partir de ce moment-là, qui va être déployé, jamais autre chose. Et ensuite, on appelle le job de déploiement dans les coulisses. Ce job de déploiement, on lui donne l'identifiant du conteneur, qui est récupéré depuis le registre. On crée un fichier qui va décrire les besoins de ce conteneur, le CPU, la RAM, le disque dur, etc., le nombre d'instances que je veux, et au final, j'appelle Marathon. Et c'est Marathon qui va, dans les coulisses, réellement déployer mon logiciel. Alors, un truc pratique, c'est que ça marche de la même façon quand on fait des releases. C'est-à-dire que quand j'ai un logiciel, que j'en suis content, que je veux lui taguer une version, ben, j'appelle exactement le même job que tout à l'heure, je package. Sauf que cette fois, dans les registres, il va y avoir un numéro de version qui est attribué. Ce qui est pratique, c'est quand je veux faire un retour arrière d'une version donnée de mon logiciel, ben, j'ai qu'à redéployer la version donnée, la version affichée. Dernier point, et vraiment là je vous libère, c'est le processus de déploiement. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait des fichiers qui contenaient l'intégralité de tous les services qui existaient. Ben, on continue de s'appuyer sur GitHub. Les développeurs, quand ils veulent livrer un nouveau service, ben, ils font une pull request sur ce fichier. Ils disent, je voudrais déployer tel service, telle version. Et du coup, on a un programme qui s'appelle Shipit. On a été hyper original. On n'a toujours pas fait d'icône, je l'ai pompé sur Google. Donc lui, son premier travail, ça va être de vérifier que le projet existe déjà. Si le projet existe, il va s'occuper donc de créer tous les éléments d'infrastructure nécessaires.
Voilà, j'arrive plus à lire ce qu'il dit. Ah oui, il vérifie également toutes les dépendances, que ces dépendances soient satisfaites dans l'environnement cible. Si vous déployez un logiciel qui s'appuie sur des logiciels qui ne sont pas déployés dans l'environnement, il va vous prévenir, il va vous dire attention, ça n'existe pas, ça ne marchera pas. Et ensuite, il se charge de demander la livraison à Jenkins, et à la fin, il va fermer la pull request avec un compte-rendu de livraison. Voilà, 40 minutes, c'est parfait. Ah non, j'ai mon slide de conclusion, quel dommage. Donc mon slide de conclusion, la seule chose qu'il faut vraiment retenir de la présentation, et vraiment j'insiste, si vous vous lancez dans un projet de microservices comme ça, la seule chose qu'il faut faire, c'est d'absolument tout automatiser. Il ne faut jamais considérer qu'un processus est terminé s'il n'est pas entièrement automatisé, sinon vous êtes noyé sous la masse. Et si vous avez un peu plus de temps, effectivement, il faut quand même avoir une vision globale de tous les autres points que j'ai mis sur les slides. Et là, OK, 40 minutes et 45 secondes, je suis prêt à répondre à vos questions. Bonjour, merci pour cette conférence, c'était super intéressant. Moi j'ai une question, c'est vu que vous avez plein de services avec plein d'applicatifs, comment vous gérez les changements de version dans chacun de ces services et comment vous n'endommagez pas les applications qui dépendent d'autres applications, sachant qu'ils n'utilisent pas la bonne version du service? C'est con, c'est une bonne question. Alors il y a plusieurs réponses à ça. Donc effectivement, on utilise du semver, on a du x.y.z, z étant le bug fixe, le y, donc la nouvelle feature qui rompt pas le contrat, et la version majeure qui rompt le contrat. On a pour ambition déjà de mettre un mécanisme au niveau de la release qui va s'assurer que le versionning est correct. Donc si jamais il y a un développeur qui demande à faire une release qui casse une API et qui ne met pas le fait que ça casse l'API dans la version majeure, le fameux programme de tout à l'heure va le bloquer sur le développeur et lui dire c'est interdit. Ensuite, la gestion des versions, on aurait pu, à un moment du projet, se dire on peut faire cohabiter plusieurs versions d'un même service. Ce n'est pas impossible. Après, chez nous, ce n'est pas toujours possible du fait qu'on ait une base partagée. Je n'ai pas parlé des référentiels, mais on a des référentiels partagés sur certains projets. Et donc, si je modifie ma structure de base, fatalement, mon ancienne version ne marche plus. Au niveau des... Alors, mais si jamais c'est possible, on peut avoir la cohabitation de plusieurs mêmes versions de services sur mon environnement de production. Et ensuite, alors on utilise un système de génération de code aussi pour les clients qui nous permettent de figer les dépendances entre services, donc ce qui nous permet d'identifier toutes ces dépendances. Et donc, quand on livre, on pourra s'assurer qu'on peut supprimer les anciennes versions quand plus personne n'utilise les anciennes versions. Ensuite, aujourd'hui, ce qu'on fait la plupart du temps, c'est qu'on a un système de versionning et de compatibilité ascendante. Donc on a du /v1, /v2, /v quelque chose. Donc on expose des jeux d'API complets qui évoluent. Voilà, dans les grandes lignes, c'est ça. Après, il y a plein de détails très spécifiques, mais il n'y a rien de magique. Bonjour, merci pour la présentation très intéressante. Un petit peu lié à la question de la personne précédente. Vos référentiels, vous les avez aussi splittés un peu ou pas? Et comment vous gérez la mise à jour, justement, live, j'ai envie de dire, des structures de données, etc. Alors, au niveau des référentiels, notre cluster de conteneurs, aujourd'hui, on considère que c'est du volatile. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, je lance un programme, mon programme, il va pouvoir être détruit s'il ne répond plus. Donc on tue le conteneur et il n'y a aucune donnée qui est embarquée dans ce conteneur. Au niveau des référentiels, on est resté sur une approche traditionnelle. Donc on a des bases qui fonctionnent en cluster elles-mêmes. Et c'est ces bases qui sont attaquées. Aujourd'hui, effectivement, si on modifie le schéma de base de données, on va synchroniser les livraisons avec les DBA. Première étape. Mais après, il y a un autre élément qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la lecture, on a parlé donc des requêtes d'écriture et des requêtes de lecture. Au niveau des requêtes de lecture, certains de nos services embarquent une base embarquée. Et la première responsabilité de la base, ça va être d'aller pomper le référentiel, d'appliquer un modèle de données qui est plus proche du système d'interrogation. Et du coup, elle va s'appuyer directement sur sa base en local à elle.
et qu'après qu'elle soit détruite ou pas, on s'en fiche. Donc il y a des systèmes de synchronisation par événement qui peuvent fonctionner comme ça. Et puis après, on n'a pas besoin tout le temps d'être synchronisé à la minute près, quoi. Donc on fait de l'eventual consistency. Donc c'est-à-dire qu'à la fin, j'ai pas mal utilisé le mot, mais bon, en gros, on est dans un délai de synchronisation acceptable pour ces requêtes de lecture. Alors après, quand on attaque du référentiel par identifiant, là on est en pur synchrone, hein, on attaque le référentiel. Je ne sais pas si je réponds exactement à la question posée. En partie, ouais. Aussi, sur les mises à jour de base, vous stoppez vos systèmes pendant, je sais pas, X minutes, ou vous le faites à un moment précis tout le temps, ou... Ça dépend. On n'a pas eu de coupure au niveau de ces schémas qui ont demandé de faire une interruption comme ça, quoi. On a quand même un système qui est assez robuste, hein, le système traditionnel d'où on vient. On rompt très rarement la compatibilité du modèle de données. Parce que les pratiques logicielles ont évolué. Il y a 25 ans peut-être de travail derrière ces requêtes-là. C'est pas possible de casser le modèle. Voilà. C'est pas possible. Voilà. C'est toujours possible, mais là, no you can't, quoi. Bonjour, j'ai une question un peu plus terre à terre. Combien de personnes sont mises en œuvre pour mettre en place déjà toute l'infrastructure et la gérer chez vous? Je ne vais pas vexer mes collègues des opérations. Aujourd'hui, c'est nous qui gérons cette infrastructure. Je parle vraiment de l'infrastructure en cluster. Il y a eu du travail de mise en place, hein, lors du projet. Mais aujourd'hui, au quotidien, maintenant qu'elle tourne, il n'y a pas du tout un temps plein dessus, quoi. Ça tourne. Voilà. D'accord, ça tourne tout seul, sans personne, quoi. Non, mais bon, après, on fait des modifs, tout ça, mais on a vraiment tout automatisé. Donc, effectivement, c'est quand le système d'automatisation part un peu à l'ouest. Bon, là, c'est un peu plus compliqué, hein, on passe pas des soirées toujours agréables. Mais globalement, aujourd'hui, ça tourne pas mal, ouais. Il n'y a pas beaucoup Alors on va transmettre les clés une fois qu'on aura vraiment fini toute cette automatisation, parce qu'aujourd'hui il y a encore quelques étapes manuelles. Et une fois qu'on aura vraiment complètement fini, on donnera les clés à notre service d'exploitation qui lui gérera et monitorera les services comme des services normaux. Il y a du travail de mise en place, hein, quand même. Il ne suffit pas de mettre le package. Bonjour, merci pour la conférence. J'ai une question. Vous avez mis en place les microservices pour, le postulat de base, c'était agiliser le SI. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des conseils, vous avez une visibilité sur quand est-ce qu'il faudrait mettre le microservice en place? Est-ce qu'il y a un seuil critique dans une application? Est-ce qu'on peut rester monolithique? À quel niveau on peut se poser la question? Est-ce que c'est intéressant de le faire ou pas, en fait? Si vous vous posez la question, ne le faites pas. Voilà. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment à chaque étape, tout est né de besoins au fur et à mesure. On n'a jamais visé une architecture microservice. Ça n'a jamais été un but en soi. On s'est retrouvé avec une architecture microservice. C'est vraiment ça le postulat. Alors après, l'architecture microservice embarque tout un tas de problématiques. Il y a la scalabilité, il y a la tolérance aux pannes, il y a plein de choses. Mais on n'a pas visé de mettre en place du microservice. On s'est retrouvé avec du microservice. Merci. Une dernière avant d'aller manger. Est-ce que vous avez trouvé un impact sur les performances de votre application? Bon appétit à tous. Non, alors au niveau des performances de l'application, la réponse, elle tient en plusieurs pans. Notre microservice, il ne sera jamais plus performant qu'une requête qui fait des jointures. Concrètement, auparavant, on avait une application qui attaquait directement la base, begin rollback, qui faisait des jointures de partout, donc ça, c'est excessivement rapide. Donc, du moment que vous exposez ça sous une forme de microservice, fatalement, vous avez au moins un overhead au niveau HTTP. Donc unitairement, vraiment, je dis bien à chaque opération unitaire, on est un tout petit peu plus long. L'overhead n'est pas excessif, mais il existe. Par contre, ce qu'on vise, nous, c'est la scalabilité. C'est que demain, on a
X tâches à faire et plus une seule en parallèle, on peut vraiment répartir cette performance. Ensuite, une architecture microservice, ça n'empêche pas de mal l'utiliser. C'est-à-dire que si... Alors, c'est arrivé que chez nous, on rencontre des bugs un petit peu surprenants. Il y a le métier qui arrive qui nous dit votre application, elle rame un petit peu. Alors on est embêté forcément parce qu'on en explique de partout que c'est performant et scalable. Mais après, quand on regarde l'application qui consomme les services, on voit qu'elle fait 700 appels de microservices pour 700 clients. C'est juste qu'il y a alors qu'à l'écran, il y a 10 personnes affichées. Donc elle charge toute la base, les 700 personnes, pour en afficher 10. Donc globalement, ce qu'on recherche, c'est la scalabilité, pas la performance unitaire. Pour tout ce qui est batch, etc., aujourd'hui, on a d'autres systèmes de batch à côté. On ne passe pas forcément par une architecture microservice. Alors après, au niveau performance, il y a tout un tas de choses à rajouter. Donc on part sur du CQRS, c'est-à-dire qu'on a des modèles de lecture qui se synchronisent pour avoir des données en local directement sur les requêtes les plus classiques. Et au niveau des commandes d'écriture, on est sur de l'asynchrone. Donc si le développeur, c'est un peu le principe de l'ascenseur, quand vous appelez l'ascenseur, vous pouvez faire autre chose en attendant l'ascenseur, vous n'êtes pas obligé de regarder bêtement le bouton. Et au niveau des commandes, c'est pareil, vous faites une demande de modification au système, le système, tout ce qu'il vous dit, c'est oui, très bien, je vais la prendre en charge. Et après, libre à vous d'attendre finalement ce changement ou de faire autre chose en attendant. Aujourd'hui, il est toujours possible de faire autre chose en attendant. Mais il n'y a pas d'impact significatif sur la performance brute du système. Ce n'est pas vraiment ce qu'on cherchait de toute façon. Mais par contre, au niveau de la scalabilité, oui. Au niveau des pratiques aussi, c'est des habitudes à prendre pour prendre en compte ça, quoi. Ok, merci. Merci.